thème de ce soir, c'est territoire et démocratie de proximité. Bon alors, c'est vraiment une question de première importance. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que nous avons décidé de la traiter dans ce débat, enfin de l'aborder. Question de première importance, d'abord parce qu'elle concerne notre vie quotidienne, aussi bien que l'organisation institutionnelle du pays. Et de ce point de vue, sur l'organisation institutionnelle du pays, en lien avec les territoires, nous sommes dans une période de plein bouleversement, avec la loi MAPAM de 2014 qui visait à développer les métropoles, avec la loi NOTRe de 2015 qui a accordé de nouvelles compétences aux régions et qui a redéfini les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Mais au-delà de l'aspect institutionnel, puis il y a la loi Elan là, qui, sur le logement, va être en discussion au Parlement. Mais au-delà de l'aspect institutionnel, on voit bien que les inégalités territoriales s'aggravent, et qu'elles ne s'aggravent pas seulement entre les territoires urbains et les territoires ruraux, comme on le dit trop souvent, mais au sein même de ces deux catégories. Ces inégalités territoriales recouvre en fait l'approfondissement des inégalités sociales, des ségrégations, des relégations. Et dans tous ces processus, on voit bien que la question de la démocratie est centrale. Les logiques qui sont à l'œuvre, les logiques des politiques néolibérales, visent à éloigner les centres de décision des citoyens, à technocratiser le mode de décision pour mieux imposer les orientations à la fois de mise en concurrence des territoires au nom de la compétitivité, de mise à mal des services publics et de marchandisation de ces derniers. Donc à l'inverse, mais je le dis avec la prudence qu'implique la complexité de la situation dans laquelle nous vivons, on voit bien qu'il existe des aspirations fortes à de nouvelles formes démocratiques. Et ça se manifeste dans les territoires, avec la volonté de donner une importance particulière à des pratiques alternatives et à l'émergence de rapports nouveaux entre les personnes, d'une part, et d'autre part, entre les personnes et les administrations. Donc c'est ce dernier point, portant sur les nouvelles formes démocratiques dans les territoires, que nous avons voulu aborder ce soir. Alors nous allons le faire à partir de deux exposés introductifs. Le premier sera présenté par Alice Mazot, qui est à ma gauche. Alice Mazot est maître de conférences en sciences politiques à l'université de La Rochelle. Elle est également chercheuse au CEGEP. Le CEGEP, c'est le Centre d'études juridiques et politiques. Et elle a récemment publié aux éditions du Croquant un livre intitulé « Le marché de la démocratie participative », coécrit avec Magali Noujon. Et puis le second exposé nous sera présenté par Catherine Tricot. Catherine est architecte, urbaniste et elle est directrice de Regard. Donc bonsoir et merci donc pour l'invitation à participer à cette rencontre. Alors thématique territoire et démocratie de proximité. Je suis pas vraiment sûr que je vais parler de territoire, je suis pas vraiment sûr que je vais parler de démocratie de proximité. Je dis d'emblée, comme ça dissipe les malentendus. Et vous allez comprendre au fil de mon propos pourquoi, parce que démocratie de proximité c'est une catégorie juridique, et une catégorie juridique qui a très largement enfermé l'idéal participatif, pour le dire vite, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et territoire, je vais en parler, mais plutôt par la bande, dans la mesure où mon propos va porter sur l'institutionnalisation de la participation des citoyens. Et cette institutionnalisation, elle s'opère principalement dans les territoires. Ce sont les collectivités territoriales qui, aujourd'hui, sont de loin les principales pourvoyeuses d'espaces de participation. Donc, même si ce n'est pas mon propos, on va y revenir un peu par la bande. Alors, en effet, il y a quelque chose dont tout à chacun s'est aperçu. L'impératif participatif, un impératif participatif, c'est diffusé dans l'action publique locale
chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a déjà eu à croiser un conseil de quartier, une réunion publique sur sa ligne de bus, un conseil de citoyens s'il est dans un quartier politique de la ville, une réunion de concertation sur je ne sais quel réaménagement dans le domaine urbain. On pourrait multiplier les exemples pour illustrer ce qui est devenu une banalité. Il y a eu un tournant participatif dans l'action publique locale et dans le champ de la démocratie locale. C'est du reste l'un des traits saillants des évolutions de ces dernières années. Alors, le plus souvent, le regard qui est porté sur cette institutionnalisation est relativement positif. Il y a cette idée que plus la norme participative se diffuse, plus les dispositifs permettant la participation des citoyens se mettent en place, cette idée que ça traduirait un renouveau démocratique, un certain approfondissement de la démocratie grâce à la participation des citoyens. Il y a cette idée qui est extrêmement présente, et du reste qu'on retrouve un peu dans le propos liminaire ici, selon laquelle la démocratie se devrait être participative, et que, à défaut de l'être déjà par le processus électoral, le renforcement des procédures visant la participation des citoyens, usagers, habitants dans l'action publique traduirait une amélioration. Alors, si on voulait être désagréable, voire cynique, on noterait que la démocratie participative est moins le signe d'une amélioration de la démocratie que celui de sa mauvaise santé. En effet, on n'a jamais eu autant de dispositifs participatifs, et c'est pas très dur de faire le constat que la démocratie c'est jamais aussi mal portée. Alors si on voulait être très désagréable, on s'amuserait à faire une corrélation fallacieuse et à considérer que plus il y a de dispositifs participatifs, plus la démocratie va mal. Tel évidemment n'est pas mon propos. Il est évident que la démocratie participative n'est pas responsable des maux de la démocratie. En revanche, cette corrélation elle est intéressante parce qu'elle montre bien que la participation est devenue une solution disponible pour répondre aux problèmes de la crise démocratique. Plus la démocratie va mal, plus on va s'attacher à renforcer les espaces de participation. Alors, l'objectif ici n'est pas d'être désagréable, l'objectif c'est de comprendre précisément les mécanismes de l'institutionnalisation de cette norme participative. Ce qu'on a essayé de faire justement dans l'ouvrage qu'on a écrit avec Magali Nonjon, c'est de prendre au sérieux le phénomène d'institutionnalisation et de s'intéresser à ses modalités. Alors cela implique de ne pas chercher a priori à améliorer la démocratie, cela implique de ne pas partir bille en tête avec une conception de ce que devrait être la démocratie. Cela nous conduit à analyser comment les acteurs se sont progressivement saisis de la thématique participative, se la sont appropriée, l'ont utilisée, jusqu'à en faire une norme de l'action publique. En fait, il y a une énigme extrêmement banale au départ. Comment la participation qui était, dans les années 60-70, le mot d'ordre des contestataires du pouvoir, est-elle devenue un demi-siècle plus tard, celui des élus et des dirigeants d'entreprise? Autrement dit, comment la participation a-t-elle été appropriée par ceux qui en étaient au départ les adversaires, et avec quels effets? Pour éclairer ce processus, nous avons fait le choix de détourner le regard des dispositifs participatifs vers ceux qui les font vivre. Nous avons travaillé sur les professionnels de la participation, ceux qui conçoivent, animent, évaluent ces dispositifs. Ce détournement de regard nous semble intéressant pour une raison. Les dispositifs ont été très étudiés. On sait beaucoup de choses sur comment faire participer. On sait beaucoup de choses sur qui participe. On sait beaucoup de choses sur concrètement ce qui se passe dans ces procédures. Mais on sait finalement très peu de choses sur ceux qui les font vivre et qui, réciproquement, vivent de ces dispositifs. Or, la professionnalisation de la participation est une dimension incontestable de l'institutionnalisation. Elle est incontestable et il faut sans doute aller plus loin. La participation, en s'institutionnalisant, a aussi été mise en marché. Elle est devenue
un espace dans lequel s'échangent des biens et des services dans un jeu d'offre et de la demande contre rémunération. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est en quoi existe-t-il un marché de la participation et quels sont les effets de ce marché sur la démocratie et l'action publique. Alors, peut-être un dernier mot d'introduction avant de détailler l'analyse. La professionnalisation n'est pas critiquable en elle-même. Elle n'est pas critiquable en elle-même. Ont été développés des savoirs, des savoir-faire qui ont contribué à améliorer la qualité des procédures participatives. Il est indéniable qu'aujourd'hui, on sait davantage comment assurer la répartition de la parole dans une réunion publique. On sait beaucoup mieux comment gérer la tension entre un petit nombre de participants et un grand nombre de participants. Le petit nombre favorisant la qualité de la discussion et le grand nombre la légitimité. Tout ce qui était un peu des dilemmes procéduraux ont été résolus. Et donc indéniablement, la technique, la procédure, elle est aujourd'hui acquise et maîtrisée. Et ça, c'est aussi un effet de la professionnalisation. En revanche, cette dimension de la professionnalisation, elle est souvent assumée, revendiquée, valorisée. Mais qui dit professionnel, dit aussi des acteurs qui gagnent leur vie avec la participation. Dit aussi des acteurs qui s'échangent des biens et des services. Dit aussi un marché de l'emploi. Et tout cela produit des effets qu'il ne faut pas négliger. Alors impossible dans le temps qui m'est imparti de rendre compte de l'ensemble des éléments que l'on a essayé de rassembler pour décrire ce processus d'institutionnalisation et ces mécanismes de mise en marché, puisque l'objectif est précisément de ne pas caricaturer. L'objectif, c'est de décrire les faits et d'analyser empiriquement comment cela s'est opéré. Donc ici, le choix que je vais faire, c'est de vous donner les grandes lignes de la démonstration pour vous inviter ensuite, dans un second temps, à poser des questions si vous en avez. Nous avons opéré une démonstration en 4 temps. En 4 temps qui permettent à chaque fois de saisir des dimensions de ce processus d'institutionnalisation. Dans un premier temps, nous avons travaillé dans une approche socio-historique à analyser la façon dont la thématique participative avait progressivement gagné en audience. On parle indéniablement plus de participation aujourd'hui qu'hier, la thématique est à la mode. Mais ce que la participation a gagné en audience, elle l'a aussi perdu en consistance. Aujourd'hui, derrière le vocable participation, alors participation, démocratie participative, concertation, je pourrais utiliser d'autres termes, je fais le choix de les utiliser indifféremment ici, on va avoir des conceptions très différentes de la démocratie. On va avoir des acteurs extrêmement hétérogènes qui vont revendiquer chacun tour à tour la thématique participative. Quand on a un responsable concertation d'une grande entreprise d'aménagement qui dit qu'il va faire participer, concerter pour produire de l'acceptabilité sociale, fait-il vraiment la même chose que lorsqu'on a un militant de l'éducation populaire qui, dans un quartier, dit qu'il va faire participer pour essayer de lutter contre les inégalités? Évidemment que ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça relève de la participation. Ça relève de cette norme participative. Et donc, pour comprendre cette hétérogénéité, il faut revenir sur l'histoire de la thématique. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est la thématique participative a, au fil du temps, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, permis d'agréger des causes et des revendications extrêmement variées. Tour à tour, ce sont les militants écologistes qui ont revendiqué la participation pour lutter contre les aménageurs. Ça a été les militants du droit à la ville qui ont revendiqué à leur tour la participation. Ça a été aussi, plus étonnamment, les critiques de la bureaucratie qui ont revendiqué la participation des administrés contre les administrations. Donc des causes extrêmement disparates qui ont été peu à peu agrégées au fil du temps autour d'une même idée. Idée selon laquelle il s'agirait de faire participer pour, tour à tour, renforcer le droit à la ville, moderniser la démocratie, améliorer la qualité des projets, moderniser l'administration, etc. Il y a aussi
au cours de cette histoire, des politiques volontaristes. Alors, politiques volontaristes, de la part de deux catégories d'acteurs principaux, les aménageurs. Alors, les aménageurs, on peut citer parmi les premiers, les industries qui exploitaient les carrières, ont été dès les années 90 les premiers industriels à développer des dispositifs de concertation. On peut penser bien évidemment à la SNCF, à Réseau de Transport Électricité, au STIF, à tous ces aménageurs, aujourd'hui les exploitants d'éoliennes. Ils ont été les premiers à développer des espaces de concertation parce qu'ils en avaient besoin pour gérer la contestation sur leurs projets. Parmi ces politiques volontaristes, il faut citer bien évidemment les premiers élus. Le thème participatif au départ, il est porté par les galimistes dans les années 60. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 70 ? D'autres élus s'aperçoivent de la rentabilité électorale du discours participatif et donc le reprennent à leur profit. Jusqu'à ce que progressivement ce discours soit intériorisé par des élus de quasiment tous bords en soutien d'une revendication pour plus de capacité d'action collective, pour une décentralisation renforcée ou pour tout simplement se relégitimer. Politique volontariste, revendication des contestataires, tout cela a progressivement donné forme à un droit à la participation. C'est le droit, le cadre légal qui est venu renforcer cet impératif participatif. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais pensons à la réforme de l'enquête publique dans les années 80, pensons à la procédure de concertation préalable du droit de l'urbanisme dans les années 80, là encore. Pensons à la création du débat public CNDP dans les années 90. Pensons évidemment au conseil de quartier rendu obligatoire par la loi de 2002, dite démocratie de proximité. Pensons plus récemment à la réforme de l'ordonnance gouvernementale, à la création des conseils citoyens. Je n'aurai pas assez de la soirée pour énumérer tous les impératifs légaux qui obligent aujourd'hui à faire participer. Je suis allé très très vite ici sur ce retour historique, simplement pour rappeler qu'au fil du temps, la démocratie participative a cessé d'être une cause à défendre. Ou du moins, elle n'est plus seulement une cause à défendre. Elle est devenue un impératif légal, elle est devenue une ressource disponible pour des acteurs qui veulent se relégitimer ou qui veulent chercher à poursuivre leur projet malgré la contestation. Dès lors, elle a été appropriée, utilisée par des acteurs toujours plus hétérogènes et au service d'objectifs eux-mêmes toujours plus hétérogènes et toujours plus contradictoires. C'est là le socle historique de cette institutionnalisation. C'est parce que la thématique participative est particulièrement molle, au sens où on peut y agréger des revendications et des usages très diversifiés, qu'elle se diffuse. Dans un deuxième temps, il nous faut comprendre comment cette thématique, j'ai bien parlé de thématique jusqu'à présent, cette idée, s'est peu après incarnée dans des procédures. En effet, nous montrons comment au croisement des sciences et des politiques de la participation, les chercheurs ont joué ici un rôle central, s'est consolidée une véritable ingénierie participative. C'est-à-dire que l'idée a été imposée, peu à peu, que la participation n'était pas qu'une affaire de croyance, c'était pas qu'une affaire de volonté. C'était d'abord et surtout une affaire de procédure, de bonnes procédures et de professionnels, sous-entendu de bons professionnels. Ont ainsi été créées des formations spécialisées, ont été créés des réseaux de professionnels, ont été créés des modules de formation continue. Autant d'espaces pour enseigner, diffuser les savoir-faire et les savoirs participatifs. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de guides méthodologiques qui viennent nous expliquer comment bien faire participer. La figure du professionnel de la participation, qui était globalement rejetée par ceux qui animaient les espaces de participation jusque dans les années 2000, cette figure, elle est largement aujourd'hui assumée, voire même revendiquée. Ceux qui sont à l'origine d'espaces de participation, ceux qui les animent, considèrent qu'il faut être un professionnel. Ces professionnels, qui sont, j'y reviendrai, extrêmement variés. On a des architectes, des urbanistes, on a des communicants, on a des acteurs qui sont issus de formations en aménagement plutôt spécialisées sur les collectivités territoriales, on a des acteurs qui viennent des bureaux d'études, des ingénieurs, etc. Acteurs extrêmement hétérogènes. Ces acteurs, ils dépensent beaucoup d'énergie
à analyser, évaluer, classer les procédures. Pour ceux qui se sont déjà intéressés au sujet, vous allez voir, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de benchmarks qui nous permettent d'évaluer les qualités respectives de toutes les procédures participatives. L'objectif est bien de repérer celles qui marchent et à quelles conditions. Le problème n'est évidemment pas la procédure. Il faut sans doute des procédures. Le problème est que peu à peu, l'attention a été réduite aux procédures. Peu à peu, l'attention a été déplacée du pourquoi faire participer à comment faire participer. Pour le dire autrement, la démocratie participative a fini par être dissoute dans les procédures supposées l'incarner. C'est pourquoi, dans l'ouvrage, on préfère parler de standard participatif à l'expression norme participative. La norme, ça appartient à l'univers de la morale, de la politique. Ça suppose une croyance, ou en tout cas une certaine conformité de comportement. Le standard, ça appartient à l'univers industriel. Un standard, c'est un procédé classique, banal, sans originalité, produit en grande série. Et effectivement, on a aujourd'hui des professionnels qui produisent ce qu'avec une autre collègue, Magali Nangeon, avait qualifié de participation en kit, c'est-à-dire de la participation où on va vous proposer, vous vendre de la participation de A à Z que vous allez pouvoir déployer vous-même selon les considérations qui vous intéressent, où vous allez pouvoir évaluer le nombre de participants, le nombre de clics, le nombre de propositions qui ont été faites et vous allez même pouvoir mesurer la rentabilité de votre concertation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de standard pour souligner cette banalisation d'un impératif participatif. Dans un troisième temps, nous avons étudié justement cette nébuleuse participative, c'est-à-dire tous les acteurs qui gravitent autour de la thématique participative, mais surtout tous les acteurs qui en vivent, tous ceux que nous nommons les professionnels de la participation. Et c'est là que nous analysons plus particulièrement les mécanismes du marché de la démocratie participative. Ce marché de la démocratie participative est autant la conséquence que la cause de l'impératif participatif. En effet, les professionnels, comme pour n'importe quel produit, ont besoin de défendre la cause qui les fait vivre. Et donc ils ont besoin de promouvoir la participation, puisque la participation est ce qui les fait vivre. L'objectif dans notre travail n'est pas du tout de faire une analyse de marché, même si on est au gré de l'analyse, on est amené à comprendre, à éclairer, à savoir combien s'échangent les différents dispositifs, on connaît les prix, on connaît les acteurs, on sait qui sont les acteurs dominants. Mais l'objectif, c'est pas de procéder à cette analyse de marché. L'objectif, c'est bien de comprendre ce que ce jeu du marché, et je le dis bien, on est dans un marché au sens économique du terme, des biens, des services, des emplois, s'échangent dans un jeu de l'offre et de la demande contre rémunération. Il y a un marché de la démocratie participative comme il y a un marché pour n'importe quel autre bien et service. Alors, si je dois décrire ce marché, il y a un marché de l'emploi. Il y a un marché de l'emploi, il y a des emplois dédiés à la participation dans les administrations, en particulier dans les collectivités territoriales, mais aussi dans les entreprises, en particulier dans celles que je citais tout à l'heure, les grandes entreprises d'aménagement. Vous avez plusieurs spécialistes de la participation, ARFF, OSTIF, ARTE, vous avez des professionnels de la participation, évidemment à la ville de Paris, dans les conseils de quartier, dans les arrondissements, dans la plupart des communes de plus de 50 000 habitants, vous avez un service dédié à la participation. Et ça, c'est indéniablement l'un des signes les plus tangibles de l'institutionnalisation. Il y a donc un marché de l'emploi. Il y a aussi un marché du conseil. En effet, les offreurs de participation, c'est-à-dire ceux qui organisent des dispositifs participatifs, donc en particulier les collectivités territoriales, font appel à des experts spécialisés pour organiser les processus participatifs. Alors ces experts, qui sont-ils? Ce sont des consultants, pour l'essentiel, plutôt des petites structures. Il faut distinguer deux types d'acteurs. Ceux qui sont spécialisés, ceux dont c'est le métier, ceux qui ne font quasiment que ça, que de concevoir, évaluer, animer des dispositifs participatifs. Et il y a d'autres structures qui ont vu dans la participation un moyen de se diversifier et ou de gagner des parts de marché.
Ainsi, on va trouver des agences de communication, on va trouver des grands bureaux d'ingénierie, on va trouver des cabinets qui font du conseil en management ou en intelligence collective. Donc on va trouver des acteurs qui sont extrêmement différents, mais des acteurs qui soit se sont spécialisés, soit se sont diversifiés. Le résultat est le même, on a des dynamiques concurrentielles pour gagner les marchés de la participation. Et effectivement, je ne vais pas le développer ici, mais on a analysé qu'il y avait des marchés plus ou moins fermés, plus ou moins concurrentiels. Il y a des marchés sur lesquels les coûts d'entrée sont extrêmement élevés, et donc qui sont réservés à quelques structures. On a des marchés qui au contraire sont très ouverts, dans lesquels on va trouver de toutes petites structures locales, etc. Ces marchés, ils produisent des effets. Ce jeu du marché, ces mécanismes de concurrence, ils produisent des effets. Ils produisent des effets sur les prix, évidemment. Ça a eu pour effet de tirer vers le bas les prix des journées consultants et des dispositifs participatifs. Il y a des dispositifs qui étaient très chers il y a encore une dizaine d'années, notamment tous ceux qui étaient basés sur le tirage au sort. Ça devient relativement bon marché aujourd'hui. Mais il y a aussi des effets sur les procédures elles-mêmes, puisque dans une logique de différenciation, pour se distinguer de ses concurrents, que font les professionnels? Ils participent à une logique de surenchère procédurale. Et donc on a à la fois un mécanisme de différenciation, on va chercher à être différent de son concurrent, et donc on est dans une logique d'innovation procédurale, on peut toujours faire quelque chose de différent, mais on a aussi une mécanique de standardisation, de banalisation via ce que je disais tout à l'heure, la participation en kit. Le quatrième temps, et qui constitue le moment qui nous sert aussi à remonter sur des questions plus politiques, il faut aussi comprendre que le terme de marché est utilisé dans un sens plus métaphorique. En effet, ça a été évoqué en introduction tout à l'heure, le marché, c'est aussi le marché des territoires. C'est aussi les phénomènes de concurrence politique intra- et interterritoriale au sein duquel s'inscrivent les usages de la participation. En effet, j'ai assez peu parlé jusqu'à présent des élus locaux. Et pourtant, évidemment que les élus locaux jouent un rôle. Ils sont demandeurs de participation. Ils cherchent à créer des espaces de participation. Et ce qui est intéressant, et il y a deux points qui sont, à mon avis, importants ici de souligner. Au niveau local, dans les collectivités territoriales, en particulier les communes de plus de 50 000 habitants, mais on en retrouve dans d'autres collectivités, y compris les plus petites, il y a aujourd'hui des élus délégués à la participation. Il y a aujourd'hui des administrations spécialisées sur la participation. Il y a donc un appareil politico-administratif dédié à la participation. C'est un signe fort, la mise en administration. La participation serait devenue un élément ordinaire de la manière de faire des administrations. Mais il faut voir que ces agents dédiés à la participation dans les administrations demeurent relativement fragiles en regard des autres agents administratifs. Souvent, ils sont peu nombreux, leur budget est relativement limité et ils demeurent assez sensibles à la conjoncture politique. C'est-à-dire que la thématique est plus ou moins valorisée, leur expertise est plus ou moins reconnue. Quelle est la conséquence? Pour se démarquer, pour survivre, ils doivent aussi prouver leur utilité, ce qui les incite également à alimenter la surenchère procédurale. Il s'agit toujours de faire participer davantage, mieux que les autres, pour démontrer que la participation a une utilité. In fine, nous montrons que, en dépit de sa filiation avec la critique de la bureaucratie, la démocratie participative, elle s'est bureaucratisée, et c'est un paradoxe qu'il nous faut souligner. Le second point tient aux usages politiques de la démocratie participative. La thématique, elle n'est plus aujourd'hui véritablement inscrite dans les clivages politiques. Elle n'est plus véritablement inscrite dans les débats politiques. Il n'y a personne aujourd'hui qui, dans une élection locale, va vous dire qu'il ne veut pas faire participer les citoyens. C'est devenu indicible. Les formes changent, évidemment, mais ça n'est plus un élément qui participe du discours politique. En revanche, tous les élus, tous les candidats vont revendiquer de mieux faire participer. Il y a une course au mieux-disant participatif qui s'est très largement développée. Et donc, eux aussi ont intérêt à alimenter la surenchère procédurale, parce qu'on peut toujours être le premier de quelque chose, on peut toujours être innovant dans le domaine de la participation, on peut toujours se démarquer, se différencier de ses concurrents, l'élu précédent, le candidat à l'élection, ou alors son concurrent dans la concurrence territoriale. À ce stade de notre enquête, et pour conclure,
Rien ne nous dit que la généralisation, l'institutionnalisation de ces procédures participatives produisent les effets escomptés. Rien ne nous dit que ça produit des effets de légitimation. Rien ne nous dit que ça permet de renforcer la démocratie. En revanche, il est certain que c'est créer un nouveau cercle de professionnels intéressés à l'intéressement des profanes, intéressés au maintien d'une certaine forme de division du travail entre les professionnels de la politique et les citoyens. Il est surtout certain que si la démocratie participative n'est pas qu'une excroissance de la pensée néolibérale, elle en emprunte certains des caractères. Elle n'y est pas totalement étrangère. La démocratie participative telle qu'elle s'est institutionnalisée, et j'insiste sur ce point, prend la forme de quelque chose d'assez largement dépolitisé. Elle s'inspire d'un registre managérial. On est dans le commun, on est dans la procédure, on n'est pas dans le pourquoi. La question des inégalités a tendance à être largement euphémisée dans une sorte de consensus des bonnes volontés, où ce qui compterait serait de faire participer tous ceux qui sont concernés par la question. Et donc, de ce point de vue-là, l'institutionnalisation de la participation traduit moins la conversion des élites à une nouvelle croyance démocratique qu'elle ne traduit une nouvelle intégration de la participation dans les routines et les stratégies gouvernementales. Certains, évidemment, croient à ce qu'ils font. Il y a évidemment des militants de la participation. Toutes les procédures ne se valent pas. Il est certain que l'on va trouver des procédures qui sont plus démocratiques que d'autres. Je ne remets pas ça en cause du tout. En revanche, ce que nous avons cherché à analyser, ce sont les effets cumulés, non contrôlés des stratégies individuelles de l'accumulation de dispositifs, et cela au risque de désenchanter ceux qui croient encore en la participation. Merci. Merci.